fidèles de l'émission Leçons de vie, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Notre invité du jour se nomme Joachim Koné. Il a roulé sa bosse dans différentes entreprises avant de se mettre à son propre compte. C'est dire s'il a de l'expérience et des leçons de vie à revendre. Tout de suite, faisons toute la lumière sur notre invité. Bonsoir, monsieur Joachim. Bonsoir, monsieur. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Avant de commencer, nous avons eu dit que vous avez été footballeur professionnel et que vous auriez même joué au haut niveau avec des personnes comme Idrissa Saboteur. Oui, disons que le sport, surtout le football, pour tout natif de Bobo, D'accord. ça, on est avec le ballon entre les jambes. OK. Bien sûr, au collège aussi, on a avancé. Et à Ouagadougou, j'ai été à la GIA. La GIA, c'est ouais, c'est actuel Absa Yenega. D'accord. C'était la Jeanne d'Arc à l'époque. OK, d'accord. Ouais. Elle a changé le nom entre-temps. OK. Et notre capitaine, c'était Idrissa Saboteur. D'accord. Où il y avait Panier, Oui. hein, il y avait Balou, le regretté, que vous n'avez pas connu certainement. Il y avait Tasman. OK. Hein, c'était les... Mais moi, j'ai dû arrêter très tôt parce que je n'ai pas eu la chance. Au moment où je montais vraiment dans le stade de la sélection, j'ai eu mon ménisque. Aïe. D'accord. En 69. Depuis ce temps, ça m'a fait beaucoup mal. OK. J'ai fait pas mal d'hôpitaux. Mais chaque fois que les professeurs me disent qu'il faut opérer, je dis, ben, si j'opère, qu'est-ce que ça donne? Là, c'était la dernière fois en 73 où j'avais commencé à jouer avec un club en Belgique, SDN. Et quand j'ai eu le coup, le professeur me dit, ah, il faut qu'on opère. J'ai dit, ben, qu'est-ce que ça donne? Que si vous avez la chance, vous retournez sur les stades. Et si on n'a pas la chance, on ampute. Il dit, serrez ma main. Le risque était trop grand. J'ai dit, bon, nous on s'est dit au revoir. Je préfère garder. Préférable d'avoir ces deux pieds, de ne pas jouer au foot. Ben, quand vous allez avancer en âge, ça va vous gêner. J'ai dit, bon, pour le moment, je suis très jeune encore. D'accord. Ben, maintenant, à l'âge où je suis, j'arrive à marcher encore. Ça ne veut pas dire que je ne sens pas, mais je crois quand même que j'ai travaillé quand même beaucoup de lunes. OK. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup mal d'avoir abandonné si vite. Oui. Mais ça m'a permis aussi de m'orienter vers d'autres choses. D'accord. C'était la volonté du Seigneur. C'était la volonté du Seigneur. Peut-être que vous auriez une carrière footballistique fournie. L'autre carrière que vous avez en ce moment, vous ne l'aurez pas eue. Ben, l'un ne gênait pas l'autre. L'un ne gênait pas l'autre. Parce que la carrière que j'ai actuellement est venue bien plus tard. D'accord. Pendant que la carrière footballistique, ça a ses limites. D'accord. C'est vrai que tout dernièrement, sous mon mangué qui est là, un ami, un promotionnaire qui est en Côte d'Ivoire, je l'entendais dire à ses amis, que vous le voyez là, en son temps, il aurait pu jouer sur tous les stades européens. Je n'ai pas répondu, j'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Oui. D'accord. Eh bien, avant de justement continuer en profondeur, nous allons permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de qui vous êtes. Joachim Koné, voici un nom qui ne vous laissera pas indifférent. De l'expérience et de la sagesse, il en a à revendre. C'est le 27 août 1948 que la ville de Bobo-Dioulasso accueille un nouveau bébé dans la famille Koné, baptisé Joachim Fulgence. De 1954 à 1962, il effectue son école primaire et intègre le collège moderne privé catholique de Toussiana en 1963, d'où il sort en 1967 avec son BEPC. Joachim Koné étudie alors le commerce au Centre d'études privées commerciales de Ouagadougou. En 1971, c'est la Côte d'Ivoire qui l'accueille pour des études de commissariat aux comptes à la fiduciaire France-Afrique à Abidjan. En 1973, ce sont les Pays-Bas qui accueillent Joachim cette fois-ci pour des études de comptabilité analytique et détermination des coûts et prix de revient des produits industriels.
De 1980 à 1982, Joachim Koné se forme en gestion des affaires au Centre africain et mauricien de perfectionnement des cadres à Abidjan. Et puis, retour à Bobo Dioulasso en 1983 pour des études en gestion des exploitations agricoles au CESAO. La carrière professionnelle de Joachim Koné sera tout aussi fournie que ses études. Elle comporte deux grandes parties, la gestion et le monde agricole. Parlons d'abord de la gestion. De 1968 à 1970, il est gérant de la Sodacap, pneus et articles en caoutchouc. Joachim Koné intègre ensuite la grande société africaine de représentation SAR en tant que comptable. En 1973, il est de la première équipe de la SAP olympique en tant que responsable des services de la comptabilité. En 1980, Joachim est nommé chef d'antenne de la Sodeti Volta, centrale d'achat. En 1982, sa vie professionnelle se partage en deux. Il est chef d'agence du cabinet d'expertise comptable Sofidec et aussi enseignant au collège privé technique. En 1983, il est nommé directeur financier de la Sopi Volta et il lance ses propres activités dans le domaine agricole en tant qu'exploitant spécialisé en culture maraîchère et fruitière. C'est là que débute sa deuxième vie professionnelle. Joachim Koné est membre fondateur de la Société coopérative agricole de Sia, Sokasi. Membre fondateur et président de la zone 6S de Bobo, membre fondateur de l'APFLB, coordonnateur de l'Ouest et exportateur sous-région et Europe. Il est aussi membre fondateur de l'Association des professionnels de l'irrigation privée et activités connexes APIPAC. Joachim Koné est aussi membre fondateur et tout premier président de l'interprofession de la filière manga du Burkina Faso. Auprès de la commune de Bobo Dioulasso, Joachim Koné s'est également engagé en tant que membre du comité communal, membre du comité de réhabilitation et de gestion des cimetières de Bobo. Joachim est aussi membre fondateur de l'Ordre souverain de Malte au Burkina Faso et membre du comité de pilotage. Il a été président du conseil diocésain des laïcs de Bobo Dioulasso et il y a plus de 72 ans, Joachim Koné est toujours juge consulaire au tribunal du commerce de Bobo Dioulasso. Joachim Fulgence Koné a été décoré par le Burkina. Il a été fait chevalier de l'ordre du mérite avec agrafe élevage et aussi chevalier de l'ordre du commerce et de l'industrie avec agrafe commerce. Et il a été lauréat à la 4e édition de la journée nationale du paysan burkinabé à Bogandé dans la Yaya en 1999. Joachim Fulgence Koné est divorcé et père de 2 enfants, un garçon et une fille, mais oh qu'ils sont nombreux ces enfants adoptifs. Allons aujourd'hui à l'écoute de ces leçons de vie. Alors, vous avez pu suivre la bio. Oui. C'est peu dit que de dire que vous avez eu une longue et riche carrière. Ouais, c'est ce que mon Dieu m'a conseillé. D'accord. Et vous commencez par la Sodicap. C'était quoi la Sodicap? Qu'est-ce que vous y meniez comme activité? Disons que la Sodacap, Sodacap. Ok. c'est une société européenne qui s'occupait de la distribution de pneumatiques D'accord. neufs, la marque Uniroyal Angleterre, et des pneus réchappés de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que vous appelez aujourd'hui les France au revoir. D'accord. Les pneus retaillés de France. Ok. J'ai été le premier à avoir fait rentrer ça, D'accord. disons, en haute volta, En haute volta. Ok. dans les années 69. D'accord. Ce qui vous conduit tout droit à SAP Olympique. Oui, après un passage quand même à la SAR, À la SAR, à la d'accord. Société africaine de représentation, Ok. qui était une société qui s'occupait de la distribution de tout ce qui est matériaux de construction. D'accord. Aujourd'hui, on le rencontre un peu partout. Mais à l'époque, si vous vouliez faire une construction, il fallait aller à la SAR pour tous les articles, D'accord. du ciment jusqu'à la finition. Ok. C'était une société française dirigée par Tutu René, le beau-frère d'André Aubaré, qui a été le premier fondateur de la Chambre de commerce de Haute-Volta. Ok. Votre carrière se poursuit à la Sodeti Volta. Oui, une société de distribution de pièces et articles aussi, mais en vitesse accélérée. D'accord. D'accord. Mais pour concernant la SAP Olympique dont je t'en parlais tout à l'heure, La SAP vous y olympique est entriez venue comme... après. d'accord, juste après la Sodeti.
Ok. Donc, par la suite, Sopi Volta. Oui, ça c'était à la fin des activités, parce que c'est de Sopi Volta que j'ai passé à l'agriculture. Et de quoi s'occupait Sopi Volta? Ben, c'est ce que vous avez connu comme ceux qui faisaient les piles wonières. D'accord. Wiener Industrie. D'accord. C'était son nom à l'époque, la Sopi Volta. Ok. Dans le cadre de la préparation de cette émission, nous sommes allés à la rencontre de certains de vos amis, de personnes qui vous connaissent. Suivons-les. Alors, M. Koné, je l'ai connu en décembre 86. C'est la fait 34 ans que je le connais. Alors, la petite anecdote, c'est que moi, après mon BPC, ma tante qui avait payé mes frais de scolarité était en faillite dans son activité. J'ai produit de la pomme de terre comme tout bon sembla dans la région des Hauts-Bassins. Je suis venu la vendre à Bobo. En passant de porte en porte, je suis allé chez M. Koné vendre la pomme de terre. Je suis rentré, il dit Samlaké, pommes de terre, kilo d'ourou soumakadia, pèse-moi 5 kilos de pommes de terre. J'ai pesé les 5 kilos donnés à M. Koné. Quand il rentrait pour aller prendre l'argent, il me demande en français, ça fait combien? J'ai répondu en français. Il dit, mais toi tu as fait l'école? Je dis, mais bien sûr. Il dit, tu sais quoi, CE1, CE2? Je dis, non, j'ai le BPC. Il dit, mais comment? Tu as le BPC, tu vends la pomme de terre? Je dis, oui, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que j'ai connu M. Koné Joachim en 86. Et depuis 86, ben, il m'appelle son fils. Il est assez fidèle en relation. Il est assez humain parce que moi, au-delà de beaucoup de collaborations que nous avons eues, parce qu'après cette anecdote de pommes de terre, j'ai collaboré avec lui pour encadrer un certain nombre de maraîchers dans la région des Hauts-Bassins. Je garde quelqu'un qui est fidèle en relation. On a eu des hauts et des bas, comme dans toute relation, mais en 34 années, on est resté toujours en collaboration. Quand mon fils aîné est né, la seule personne qui m'a soutenu, ça a été M. Koné. J'étais encore élève. Depuis sa naissance, il a m'aidé sur tous les plans. C'était M. Koné. Il est pour moi un père. Bon, Joachim a beaucoup de qualités, surtout dans le cadre du développement économique. C'est un monsieur battant qui a beaucoup d'expérience en matière des projets de développement. Je prendrai le secteur, si tu veux, des haricots verts à l'époque, monsieur Koné Joachim dans le cadre des avicoles, dans le cadre de conditionnement des manques à l'importation. C'est mon deuxième papa, si je peux dire ça, parce que c'était un grand ami de mon papa, paix à son âme. Et donc il m'a vu grandir à Farakoba, et c'était vraiment, on était très proches l'un de l'autre. Il a toujours continué, il œuvre également dans le monde rural depuis très longtemps. Il fait même partie de notre interprofession de Mangue du Burkina. Et c'est quelqu'un qui nous appuie beaucoup, qui a beaucoup de charisme, hein, et qui est vraiment un homme avec un grand cœur, et qui est vraiment toujours à côté de nous. Et j'ai beaucoup de respect pour cette personne, et c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu mon deuxième papa. On partait ensemble, souvent avec sa vieille bâchée que vous avez pu voir, une des premières bâchées achetées à la SICA en 1974, je crois. Et on partait en brousse ensemble, suivre les cultures. Et je vois comment il approche au niveau des producteurs, il approche au niveau des gens. C'est quelqu'un vraiment qui est très proche de tout le monde. C'est un homme qui a du charisme, beaucoup de charisme, et qu'on écoute. C'est un sage, comme on dit. Voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup. Et c'est surtout, je vous dis, chaque fois qu'on a besoin de lui, il a toujours été présent. Il a toujours répondu présent à n'importe quel moment, du jour et de la nuit, si on l'appelle. Il connaît aussi également beaucoup de personnalités ici au Burkina. Et donc, vous voyez que c'est facile par l'intermédiaire de lui de pouvoir toucher les grandes personnes. Et important de pouvoir accéder à des demandes, des requêtes qui pourraient être plus difficiles à y accéder. Sinon. Nous avons suivi la vidéo, personne altruiste. Vous êtes généreux, vous êtes prêt à tendre la main à autrui. Qu'est-ce qui motive ces valeurs en vous? Et que je coule même des larmes. Parce que je ne me reconnais pas. Quand j'agis, bon, ceux qui le constatent ainsi. Pour moi, disons que j'ai eu la chance dans la vie d'avoir fait tout ce que vous avez entendu. Je dis, pourquoi pas du mérite pour moi?
le Seigneur a voulu que je donne. Surtout qu'il parle du côté agricole. Quand je rentrais dedans, je ne dis pas qu'il y en a très peu, mais je ne rencontrais pas quelqu'un qui avait une expérience dans d'autres domaines et qui avait une connaissance avérée dans le domaine de la comptabilité et des finances qui s'engageait dans l'agriculture. Donc, il y avait beaucoup de débats là-dessus. Raison pour laquelle le Seigneur m'a donné, il faut que je rende. Et ce que je rencontrais, vraiment, je tenais à ce que ça devienne quelque chose de positif pour eux. D'accord. Parlons justement d'agriculture. Vous êtes membre fondateur de la Société de coopérative agricole SIA Sokasi. En quoi consistaient les activités de cette coopérative? Oui, quand j'ai décidé de faire de l'agriculture en 1983, je me suis rendu compte que la production maraîchère était excellente dans la région de Banfo. Mais le problème, c'était la commercialisation. Et comme je vous dis, il n'y avait que des analphabètes. Et moi, je devais apprendre avec eux à produire. Mais maintenant, je m'engageais pour commercialiser avec eux la production, qui était de très bonne qualité. Comme je ne connaissais pas le milieu, je me suis dit que bon, l'État a mis en place certaines structures telles que les ERD. Quand je les ai approchés, ils me disent, mais ce n'est pas la peine d'apprendre. Va sur le marché et tu vends. Je me suis dit, non, je fais une école internationale de commerce. On m'a dit, si tu es un bon vendeur, il faut connaître le produit. Si je ne connais pas le produit, parce qu'un vendeur, c'est un conseiller, tu écoutes ton client. Bien sûr, il a une idée de ce qu'il veut, mais toi, tu verras ce qu'il lui faut. Et voilà, vous voulez ça, mais essayez cet autre-là, vous allez voir. Donc, pour être un conseiller, il faut que j'apprenne d'abord. C'est là que je me suis appris. Et je me suis rendu compte qu'il faisait de la bonne qualité, mais il n'avait pas la possibilité de vendre. Très rapidement, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin. J'ai vu le marché de Bobo était assez faible. Et le pouvoir d'achat aussi très bas. À l'époque, sur le marché de Ouagadougou, il y avait très peu de consommateurs, surtout dans le domaine des fruits et légumes. Ils ignoraient pratiquement, il n'y avait que des expatriés, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai été en Côte d'Ivoire et j'ai d'abord vu les marchés, ensuite les grandes surfaces. C'est ainsi que j'ai dit, bon, pour vendre mon produit, ce serait difficile d'être sur le marché sur une bonne période, même la quantité. Donc j'ai dit, il faut que les producteurs se regroupent. Et je suis rentré dans les villages de production. Les premiers, c'était à Dogona. Et j'ai rencontré un groupe. Malheureusement, pendant les périodes de fête, ceux-ci-là, on ne pouvait pas travailler avec eux. J'ai rencontré un autre groupe qui était très travailleur. De sentir que la Sokasi faisait par jour 25 tonnes de légumes frais sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait le moyen de transport. Parce que le transport est très déterminant dans la commercialisation des produits, surtout des produits frais. Il y avait le train tous les jours. Il y avait l'avion aussi, dont le coût de transport n'était pas cher. Donc ça nous a permis quand même. Mais quand ces moyens de transport ont commencé à chuter, ça nous a posé des problèmes. C'est ce qui a amené plus ou moins l'arrêt de la Sokasi en tant que distributeur. Mais on a continué à former. Voilà pourquoi, quand Bernard Lédia, le président des CISES, a eu besoin d'élargir les CISES au niveau national, il a eu recours à l'Ouest. Et on s'est rencontrés. J'ai été le premier président de l'interprofession de CISES pour qu'on travaille non seulement sur la commercialisation, mais orienté beaucoup plus vers la transformation. Je vous dirais simplement que la mangue, le premier produit transformé en séchage, la mangue a commencé à Ouaguia. Ouaguia. Oui, une zone où on ne produit pas. De Bérégadougou, on a envoyé des mangues à Ouaguia. Et quand ils ont consommé, comme la maturité va très vite,
surtout dans une zone comme Ouaïga où il fait très chaud. Alors ils disaient, mais on ne va pas jeter ce produit-là qui est bon. Et tout de suite, ils ont commencé à tailler et à mettre au soleil. C'est comme ça qu'a commencé la transformation, le séchage de la mangue. Ok. Donc ça, c'est dans les années... Ben, disons que c'est après les années 86-87. D'accord. Ok. Et par la suite, ça s'est répandu dans tout le pays. Évidemment, les gars qui ont envoyé la mangue se sont appropriés parce que ça a été la deuxième zone. Mais ils n'ont pas taillé, posé au soleil. Ils ont commencé à utiliser du matériel comme les séchoirs de première division, Attesta, les coquilles et autres. Bon, ça nous amène aujourd'hui quand même à faire du séchage de la mangue, vraiment en quantité. Et ça permet de donner de l'emploi à beaucoup de gens. Vous avez justement été le tout premier président de l'interprofession de la filière mangue. En quoi ça consistait au tout début? Oui, la mangue et les haricots verts étaient les deux produits d'exportation de la Haute-Volta et au Burkina. Et ça ne se faisait que par avion. D'accord. La filière haricots verts avait une certaine organisation parce que c'était la région de Kongoussi et c'est les pères blancs qui avaient importé des haricots verts. Et ça supportait le coût de l'avion. Mais la mangue, c'est à l'ouest. C'est vrai aussi que ce n'est pas un produit de base burkinabé. C'est un produit d'importation. Et c'est toujours les pères blancs qui l'ont amené du Brésil. Notre mangue est d'origine brésilienne. Et la mangue est plus lourde. Les mangues au Burkina sont d'origine brésilienne. C'est d'origine brésilienne. D'accord. Alors, donc, sortir la mangue de la région de Bobo jusqu'à Ouagadougou et le mettre dans l'avion avait toujours des risques. Et on dit que si la chèvre de quelqu'un n'est pas morte, la sauce de l'autre ne serait pas bonne. C'est ainsi que quand est arrivé le problème de la Côte d'Ivoire, les exportateurs de la mangue ivoirienne, notamment les Européens, je donnerai Gournay, qui était un des plus grands exportateurs, est venu à Bobo. Pour dire qu'il est revenu à Bobo parce qu'il avait déjà fait l'armée française à Bobo. D'accord. Et son épouse est une Burkinabé. Donc il est venu à Bobo et il a essayé de rencontrer ceux qui étaient timidement dans la mangue. Et il a demandé à me voir, on se connaissait déjà. J'étais déjà allé visiter chez lui à Silimankali, je voyais ce qu'il faisait. Quand il est venu, il m'a dit, bon, écoute, monsieur Koné, si vous voulez faire de la mangue à l'export, il faut que tous les maillons se retrouvent autour de la même table. Parce que la mangue, les producteurs et les commerçants doivent se connaître. Je peux parler de transformation parce qu'à un moment, on n'en faisait pas. C'était les producteurs et les vendeurs. D'accord. Il ne faut pas que vous vous regardez en chien de faïence. Il faut que chacun sache ce que l'autre gagne dedans. Il y a des problèmes, mais asseyez-vous sur la même table et vous allez trouver les solutions. C'est comme ça qu'est né le regroupement des acteurs de la filière mangue. D'accord. Et le nom, c'était quoi? Alors, le premier nom qu'on avait mis dessus, avant d'arriver à la demande des éléments, c'était la société, c'était la société coopérative de commerçants et producteurs de mangue. D'accord. Ok. Et vous êtes le tout premier président. Mais à l'époque, ça donnait des activités agricoles quand on avait le niveau d'instruction, le diplôme que vous aviez. C'était pas très bien perçu parce qu'on se disait que c'était le paysan qui faisait le travail de la terre et que les intellectuels devaient se retrouver dans le bureau. Effectivement. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Quand j'ai décidé d'aller à l'agriculture, en démissionnant de mon poste de directeur financier à Sopi Volta, le PDG quitte Ouagadougou, il vient nous voir. Mais, monsieur Koné, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, je me comprends. Je préfère aller à la terre, compte tenu d'un certain truc
qui est arrivé à ces périodes-là, dans les années 83, que nous qui avons commencé à travailler avec le blanc. La manière dont on respectait la hiérarchie, vraiment, ça n'était plus là. Le manœuvre où l'ouvrier quittait l'usine et venait rentrer dans le bureau du directeur sans même taper la porte. Et ça, c'est difficile. Ben, déjà, j'avais une vocation. Je sentais un appel. C'était d'apporter quelque chose à ce milieu-là. Ce n'est pas un retour pour moi. Je n'ai connu ni mon père ni ma mère dans l'agriculture. Et de l'agriculture, je ne connaissais que le B.A.B.A. que nous avons tous appris à l'école primaire. Vous voyez que c'était difficile. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'on ne va pas beaucoup avancer. Mais ça m'a permis d'arriver à ce stade. Vous voyez ce que Philippe Darondel disait. Mon fils, son papa a été pendant 40 ans le directeur de la recherche agronomique au niveau de la Haute-Volta, à Farakoba. Et c'était mon grand ami. C'est vrai qu'on s'est connus d'abord dans le lyonisme, parce que j'étais membre du Lions Club. Mais comme nos activités se ressemblaient, on est devenus de très grands amis. Et on a beaucoup travaillé dedans. Et j'ai eu à former beaucoup de personnes. Je ne veux pas les citer. Mais pendant un bon bout de temps, même nos docteurs de la recherche agronomique du domaine de culture maraîchère, s'ils avaient des missions, ils venaient me voir. Donne-moi de l'éclairage sur tel truc avant que je ne parte. C'est-à-dire que quand vous êtes intéressé à quelque chose, vous l'apprenez à fond. Je n'ai pas fait une école d'agriculture, mais aujourd'hui, quand même, je n'ai pas peur. Même le premier docteur de la culture maraîchère a été mon stagiaire. Et vous ne faites pas que dans l'agriculture, vous faites également dans l'élevage, notamment l'élevage de poulets. Oui, c'est là que j'ai d'abord eu ma première distinction dans le domaine de l'élevage. Parce que quand je voulais aller dans le monde rural, en tant que financier comptable, je me suis dit, le développement rural, ce n'est pas seulement le couvert végétal, il y a le couvert animal. Donc, je fais un compte d'exploitation sur les deux. Lequel est le plus abordable. Mais je suis arrivé au finish à peu près au même résultat. Un peu plus long, l'autre un peu plus lourd. J'ai dit, bon, à ce stade-là, parce que ce sont des campagnes, si vous rappelez une campagne, de quoi vous allez vous nourrir? Donc, j'ai embrassé les deux. Le couvert végétal et le couvert animal. Voilà pourquoi mais j'ai mis beaucoup plus l'accent dans l'élevage des porcs. Sur l'élevage des porcs, d'accord. De race. J'exportais même mes carcasses de porc par avion sur la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et j'ai fait aussi les poules de race, pondeuses, et les poulets de chair. Et quand j'amenais mes poulets de chair à Ouagadougou, par avion Bogo Ouagadougou, la douane me disait non, c'est faux, on ne peut pas élever ça ici. En quelle année déjà? Ben, c'est toujours. J'ai commencé dans les années 84-85. J'ai dit non, il faut que vous payiez la douane. J'ai dit, quelque chose que j'ai élevé à Boubou, je vais venir payer la douane ici. Mais à l'époque, il n'y avait pas véritablement un manque de poulet c'est vrai qu'il n'y a pas de manque de poulet. C'était quoi la motivation pour faire l'élevage de d'abord, les poulets de chair, comme on le dit, il n'y a plus de chair. Le coût de revient est plus bas que nos élevages. Parce que nos poulets, là, en moins de 6 mois, vous n'avez rien. Pendant que les poulets de chair, en 45 jours, 50 jours, ils ont déjà 2 kilos, 2 kilos et demi, 3 kilos. Et je l'ai dit plus d'une fois à nos responsables de l'agriculture, surtout de l'élevage, que vous voyez, quand on dit que le poulet de chair n'a pas de goût, ça dépend de la finition. Quand il commence à atteindre l'âge, vous arrêtez l'aliment industriel et vous les mettez aux céréales. Là, ça raffermit la chair et vous avez du goût. D'accord. Eh bien, mon fils Draman que vous avez vu, oui. Lui, c'est le plus grand éleveur aujourd'hui, c'est le président des éleveurs de poules. D'accord. Il dit justement que c'est vous qui l'avez inspiré. Oui, quand je l'ai vu, c'est là, dans la porte. D'accord. Il vendait la pomme de terre. Et après, il est venu avec moi
Il a travaillé avec moi dans mon champ. Il a vu que je faisais de l'élevage de poules et de porcs et la production maraîchère. Mais eux, ils ont eu plus de chance parce qu'ils n'avaient pas besoin de se dire lequel va me rapporter. Ils voyaient déjà ce que ça peut donner l'élevage et ce que ça peut donner la production maraîchère. Donc il a opté pour l'élevage et pour le reste. D'accord. Eh bien, à présent, nous passons à votre vie en société, votre vie de famille. Vous avez connu un divorce. Est-ce que l'intensité de vos activités était pour quelque chose dans votre divorce? Je dirais oui. Vous voyez, les plus grands professeurs au monde, ils sont tellement pris par leur activité que la vie sociale devient autre chose. Et je peux vous dire une chose, quand j'étais, peut-être cet élément, on ne l'a pas mis ici, on a dit, j'étais le président diocésain des laïcs. Le président de? Diocésain des laïcs. Ok. Le laïcat, dans l'église catholique, il y a le clergé et il y a les laïcs qui sont engagés. Ok. Et le président diocésain est la deuxième personnalité de l'église diocésaine. Ok. Donc après l'évêque, le président diocésain. Un jour en confession, le prêtre me demande, vous avez combien d'enfants? J'ai dit, un seul. Que non. Que bon Dieu a voulu comme ça, là, pour que tu puisses mieux t'occuper de son église. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants, mais bizarrement, quand on préparait l'émission, on s'est rendu compte qu'au-delà des 2 enfants biologiques que vous aviez, il y a tellement d'enfants qui se réclament être des vôtres. Qu'est-ce qui explique cela? Ma fille présente là, on peut dire. D'accord. Plus d'une fois, on dit, ton papa là n'est pas à ton seul. Même avant-hier, on l'a engueulé à la porte. D'accord. Ok. D'abord, en tant que chrétien catholique, j'ai eu au moins une quarantaine de fioles. D'accord. C'est-à-dire ceux que j'ai accompagnés au baptême. D'accord. Et après ça, moi, tout jeune que je sens actif, qui veut faire quelque chose, qui est honnête, la seule chose que je déteste au monde, c'est la malhonnêteté. Quand je sens pour la malhonnêteté, c'est fini. D'accord. Vous ne pouvez plus m'approcher. Mais qui est honnête là, je dis c'est un devoir pour moi de l'accompagner. De l'accompagner. Donc ils deviennent mes enfants. D'accord. Ce n'est pas toujours dans la production. Hein. Il y a des élèves, des choses, des étudiants. J'ai déjà eu à héberger ici plus de 4-5 personnes qui ont fait leur étude parce qu'on les avait affectés à l'université de Bobo. Ils n'avaient pas de logement, ils ne connaissaient personne. Mais ces gens-là, je les ai connus ni du père ni de mère. D'accord. Hein, il y a eu des filles dedans qui sont arrivées jusqu'au mariage. Mais quand ils voulaient se marier, la première personne qu'ils ont présentée, ils sont venus me voir ici avec leur fiancé. Et les choses m'ont surpris. Les enfants sont restés avec moi plus de 3 ans. Le père n'a jamais téléphoné, la mère n'a jamais téléphoné. Ils ne se sont jamais déplacés pour venir voir. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un seul maître, il y a plusieurs frères. Quand je disais que ma maman est Samoro, donc je parle de Samoro, qui est le patron, bien sûr, de ce que vous connaissez. Ben, c'est ceux-là qui ne s'intéressent pas à leurs enfants. D'accord. Nous allons justement aller à la régie pour suivre une vidéo sur des témoignages de vos proches. Suivant. Nous nous considérons comme un de nos papas au niveau de l'Église qui, depuis notre enfance, est avec nous, qui nous rend beaucoup de services. Je l'ai connu dans les années 80. En ce temps, nous étions des jeunes Samuel et on aspirait dans le mouvement CVAV. Bon, ce papa était là. D'abord, il y avait son papa qui était un grand pilier, un sage de l'église. Le vieux Simeon connaît paix à son âme. Donc, son fils Joachim aussi avait commencé à faire le même travail que son papa. Donc, dans les années 80, nous, on l'a connu quand on était enfant, dans le mouvement d'action catholique. Si on avait des sorties, c'est lui seul qui était disponible avec sa bâchée, qu'il roule toujours. Imaginez sa bâchée qui nous a transportés quand nous on était enfants, on avait 7-8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, la bâchée là, il roule la bâchée là.
Donc pendant nos sorties, que ce soit à Bama, à Touchana ou dans les zones de Bobo de Lasso, c'est lui qui nous amenait sans prendre 5 francs, même pas les carburants. Donc on les dérangeait tout le temps avec sa bâchée. Monsieur Koné est un père doux, aimable et il est également mon meilleur ami. Je me rappelle que quand j'étais petite, il n'était pas du tout simple. Il n'est pas sévère, il ne frappe pas les enfants, mais quand tu voulais sortir, il fallait lui poser la question une semaine à l'avance. Et même 3 jours avant, il peut toujours te dire non, tu ne pars pas. Papa m'a montré qu'avec un enfant, il ne faut pas frapper et il ne faut pas être sévère, mais il faut beaucoup communiquer. Et quand on communique, l'enfant te dit tout. Papa, il est un très bon danseur. Et chaque personne qui le connaît sait que quand il arrive à une fête, il essaie de faire bouger tout le monde. Dernièrement, on est parti à un mariage, à une fête. Et c'était un petit mariage, mais il a pris l'initiative de se lever et de faire danser tout le monde. Il a pris le micro et il a demandé à tout le monde de se lever et de participer. Je sais qu'à tout moment, quand je voulais sortir avec papa, il était toujours là. Et même si je n'avais pas les chaussures, je courais et je rentrais dans la bâchée avec lui et il m'amenait partout avec lui. Et du coup, quand on voyait ses collaborateurs dehors, il me disait toujours « Ah, c'est la femme de papa ». Parce qu'on me voyait toujours avec papa. Parlez-nous de cette fameuse bâchée, acquise depuis 1974, je crois. En fait, la bâchée date de 80. Ça a 40 ans aujourd'hui. 40 ans. Ouais. Et qui continue de rouler. Oui, voilà la porte là. D'accord. Ok. Je ne suis pas propriétaire de la bâchée. D'accord. C'est la bâchée de mon papa. Ok. La bâchée de votre père. Oui, mais comme mon papa n'a jamais su conduire, je ne suis pas le premier fils non plus. D'accord. Mais comme j'étais dans l'agriculture, il a gardé cette bâchée pendant 2 ans à Ouagadougou. D'accord. Après, il a fait venir à Bobo. Et depuis là, il dit non, c'est mieux chez toi qu'ailleurs. Ok. Ouais. D'accord. Et vous l'entretenez comme... Oui. Tout dernièrement, même, il y a trésor. quelqu'un qui m'a arrêté. D'accord. Ah, ta bâchée là, je veux. J'ai dit, tu veux? J'ai dit, ce serait difficile, hein. Parce que qu'est-ce que tu vas me proposer pour que je puisse te donner? Parce que la bâchée, je l'ai eu depuis 80, mais je vous dis une chose. Moi, j'ai eu la chance dans la vie. Ma première voiture, je l'ai payée en 69. En 69. Et depuis là, bon Dieu m'a toujours aidé. D'accord. J'ai toujours eu une voiture. Si je vous dis que je ne sais pas aller en mobilette, vous allez rire. D'accord. Un Ivoirien. Ok. Ouais, mais je sais me débrouiller. Mais avant que la bâchée ne vienne, et après la bâchée, j'ai eu plusieurs voitures. Et chaque fois que je voulais me débarrasser, la bâchée, je l'ai toujours conservée. D'accord. Vous êtes très engagé dans la communauté catholique. Vous êtes par ailleurs à l'initiative de l'Ordre de Malte au Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est l'Ordre de Malte? L'Ordre souverain de Malte. Vous voyez que Malte, c'est une petite île en Europe. Et cela remonte du temps, disons, des combats entre religions. D'accord. Hein? Et les Maltais étaient les soldats de la défense de l'Église. D'accord. Et maintenant, l'Ordre souverain de Malte, au lieu de faire la guerre pour la religion, fait la guerre pour le bien-être de l'humanité. D'accord. Et l'Ordre de Malte intervient, disons, dans les hôpitaux. Et là, à Bobo ici, nous avons le secours d'urgence, nous avons les brancardiers de l'hôpital, nous formons les gens comme la Croix-Rouge hein, pour les services de soins et de santé. Dans d'autres endroits, à Ouagadougou par exemple, il y a un hôpital de l'Ordre de Malte. D'accord. Hein. C'est ce volet. J'ai eu l'occasion
d'être à l'ordre de Malte dans les années 90, quand j'étais au Conseil diocésain des laïcs. La CITEC, qui perdait la face, a été rachetée par ses anciens propriétaires et ils ont amené le nom de société SN CITEC. Et le directeur français qui est venu, M. Grimal, était un chevalier de l'ordre de Malte. Et à la rencontre diocésaine, l'évêque m'a dit, écoute, tu es le président diocésain, M. Grimal. L'ordre de Malte est d'obédience catholique, je te le confie. Et c'est ainsi qu'on a, pendant 2 ans, on a pu faire venir les grands patrons de l'ordre de Malte. Ici. À Bobo, ici. D'accord. Pour des œuvres caritatives essentiellement. Et à mettre l'ordre de Malte en place, qui existe jusqu'à présent. D'accord. Bon, il y a des difficultés, hein, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, ça rend beaucoup de services à la population. D'accord. Eh bien. Si vous voyez les courses cyclisme du Faso, c'est l'ordre de Malte qui est à la tête des secours. D'accord. Hein, aussi bien au Burkina qu'au Mali. Ok. D'accord. Ok, c'est bon de le savoir. Nous allons présentement aborder votre enfance et l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes né ici à Bobo il y a près de 70 ans. C'était quoi? Près de 74 ans. Ouais. C'était quoi Bobo Dioulasso à l'époque? Ben, on a connu une ville. D'accord. Parce que Bobo Dioulasso, disons que c'est la première capitale sous-régionale. Ce n'était pas seulement de la Haute-Volta. Bobo Dioulasso avait l'armée française. Hein? Tous ces vols de l'avion qui venaient de l'Europe, eux tous passaient à Bobo. Nous, on courait chaque fois à l'aéroport pour voir les avions venir. Bobo Dioulasso avait déjà de l'éclairage public, hein, avait déjà des routes goudronnées quand on a commencé à aller à l'école. Il y a un journaliste, Ouedraogo, qui a une presse privée, qui, à l'occasion des 50 ans, a dit que la première fois qu'on a vu les lions s'allumer à Ouagadougou, c'était le jour de l'indépendance, en 60. Mais à Bobo, on connaissait les réglettes, les bambléons dans les rues depuis longtemps. D'accord. Et le gouverneur français était à Bobo. D'accord. Quels sont les souvenirs marquants de cette enfance? Quelles sont quelques anecdotes de votre tendre enfance qui vous reviennent en souvenir aujourd'hui? Avec cette organisation de la jeunesse, de l'enfance, ce que vient de dire tout de suite Jean, les jeunes là, qu'eux aussi ils ont eu à bénéficier. D'accord, à l'école primaire, il y avait ce qu'on appelle CVAV, cœur vaillant, âme vaillante. Et après l'école primaire, bon, vous aviez la GEC, la jeunesse étudiante catholique, ou le scoutisme. Donc il y avait tous ces mouvements-là pour encadrer la jeunesse. D'accord. Et quelles étaient les valeurs, les points cardinaux sur lesquels vos parents insistaient dans le cadre de votre éducation? Pour nous, jeunes catholiques, c'était l'engagement vraiment et l'approfondissement de notre foi. D'accord. Hein? Le père était catholique également? Oui, de père, de mère, de grand-père et de grand-mère. D'accord. Ok. Par la suite, vos études vous conduisent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Europe. Et après un cursus dans la gestion, les finances et la comptabilité, qu'est-ce que vous retenez de toute cette carrière académique? Est-ce que si c'était à refaire, vous auriez fait le même choix? Je dirais que c'était un accompagnement que le Seigneur a voulu pour que aujourd'hui, que je le dise à ces jeunes-là, quand on a mis l'interprofession de la mangue. La mangue faisait 500 tonnes par an de produits traités. Aujourd'hui, on est à plus de 30 000 tonnes. Et donc, pour arriver à ces chiffres-là, il fallait d'abord connaître les finances. Il fallait d'abord savoir, avoir le choix de l'équipement qu'il vous faut. Il ne suffit pas de vous équiper en qualité, coût élevé, sans pouvoir les rentabiliser. Donc ça a été un combat. Quand ils disent qu'il avait de la rigueur, parce que moi je voyais
Quand tu vous dis comment une telle machine est performante, je prends le cas d'une motopompe que j'ai dit une fois à Bernard Lédian. Ça ne lui a pas plu, mais je l'ai répété quand même. Quand je suis parti à Oïdia, et que j'ai été trouver des motopompes dans des puits. Une motopompe dans un puits ne tourne même pas 5 minutes. Le puits est vidé. Pendant que la motopompe coûtait au moins 2-3 millions. Moi, j'ai dit à M. Bernard Lédian, le bien, je peux le considérer comme un père, parce que je l'ai connu en 74, en 54 du moins, quand il est rentré comme jeune instituteur. Et son premier poste, c'était à Saint-Loup. Et moi, j'étais en vacances chez un oncle là-bas, j'étais à l'école primaire encore. Donc c'est depuis ce temps que j'ai connu Bernard Lédian. Bon, je lui disais franchement les choses. Pour la bonne raison, quand il devait avoir son prix leadership, c'est moi qui l'ai venu chercher ici. Okay. On a fait l'enregistrement ensemble. D'accord, voilà. Super. Au nombre de ceux que nous avons rencontrés dans le cadre de la préparation de l'émission, nous avons insisté pour voir si vous aviez des défauts. Parce qu'on nous a tellement parlé de vos qualités que vous sembliez ne pas avoir de défauts. Donc nous avons semblé en avoir un quand même. Suivant. Son plus gros défaut, je peut-être antagoniste, mais c'est son franc-parler. Voilà, je pense que c'est son franc-parler, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est une personne honnête et qui ne va pas dire à quelqu'un je t'aime alors que je ne t'aime pas. Il est franc, ça lui a valu souvent aussi beaucoup de petits soucis avec d'autres personnes, mais je pense que c'est une qualité d'être honnête, d'être franc, d'avoir du franc-parler, mais ça peut aussi aller à double sens. Même quand il n'a rien en poche, il veut manger du bon. Il aime bien manger du bon, même quand il n'a rien en poche. Oui, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais il dit toujours « Il aime toujours dire ça. Et son défaut, c'est qu'il ne sait pas garder les choses en soi. S'il est énervé contre toi, il va te le dire sur le champ. Alors, vous pouvez reconnaître dans ses défauts. Vous savez, le franc-parler, aimer manger du bon. Vous pouvez reprendre la citation du là pour nos téléspectateurs. Manger du bon. Ok. Je ne serai pas mon ennemi. D'accord. Même si je n'ai pas d'argent, je ne serai pas mon ennemi. Parce que quand moi je me lève et que je me sens malade, mon premier geste, ce n'est pas d'aller voir un médecin. D'accord. D'aller au restaurant d'abord bien manger. D'accord. Ensuite, je m'assois pour voir. Est-ce que vraiment il y a la maladie? D'accord. Si ça persiste maintenant, bon, on va maintenant à l'hôpital. Le professionnel. D'accord. Je le disais très souvent à mon grand frère, André Ouezin Koulibaly, le cardiologue qui est toujours là. Comme ça a été mon médecin depuis les années 75. D'accord. Maintenant, il est un peu fatigué, il a 84 ans, il se cherche. Il dit, mais André, je viens chez toi parce que j'ai fini de bien manger, mais ça continue. Ça continue. Il faut que tu souffres. Il faut que tu trouves une autre solution. Ok, donc à présent, nous passons à une toute autre rubrique, qui est la rubrique Corbeille, où vous allez tirer un bout de papier et nous exécuter ce que vous aurez sur le bout de papier. Je me demandais ce que ça faisait la revue. Allez-y. Bon, comme on n'a pas le choix, l'essentiel, comme on ne demande pas de chanter. Hein. D'accord, on verra bien. On nous a dit que vous étiez très bon danseur. Une blague. Est-ce que vous auriez une blague pour nous? Vous voyez, par nature, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est dans l'engagement que je suis devenu un parleur. Si je suis sans engagement, je suis à la maison. C'est le problème que j'avais avec mon grand frère. D'accord. Parce que mon grand frère, lui, ne peut pas s'asseoir. D'accord. Il faut qu'il bouge. Donc, quand on était élève, surtout au collège, j'étais à Sikasso, moi j'étais à Tussiana. Quand on vient, on dit, bon, allez saluer les parents. Avant de sortir, bien sûr, on énumère tel. Donc, on prenait la mobilette. Une fois qu'on finit de saluer les parents, lui, il voulait se promener. Je dis, mais on a fini. Il faut qu'on rentre. Ouais. Oh, c'est nerveux. On va rentrer. Et c'est que si on rentre, il ne pourra plus sortir. D'accord. Ok, nous passons présentement à la rubrique des citations et des proverbes préférés. Si vous pouvez nous donner 3
citation ou proverbe de votre choix? C'est vrai qu'il y a une chose que je répète souvent à la jeunesse, mais j'ai dit, Ronsard l'a bien dit, mais soyez sérieux. Cueillez, cueillez les roses de la vie. Reprenez s'il vous plaît. Cueillez, cueillez les roses de la vie. Cueillez, cueillez les roses de la vie. Oui. D'accord. Mais, il ne faut pas en abuser. C'est quoi la philosophie derrière? C'est-à-dire qu'un jeune doit profiter de ce que le Seigneur lui a donné pour bien vivre. Ok. Deuxième citation. Je reprends encore la citation de quelqu'un. Si vous voulez voyager loin, ménagez votre main crue. D'accord. Par exemple, je dis à la jeunesse, quand je les rencontre, déjà jeunes comme mon petit-fils là, il faut faire du sport. Vous voyez, la machine que je viens d'acquérir, moi, c'est pour moi. Mais lui, il l'utilise plus que moi. D'accord. Et si vous ne faites pas du sport à votre jeune âge, si bon Dieu vous prête vie, vous allez souffrir. Parce qu'il faut de l'énergie. Ok. Donc, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Troisième En tout cas, citation. dans le domaine de la maintenance physique. Ok. Je ne me dis pas que je me porte bien, mais quand je vois ma taille, mon poids, par rapport à des beaucoup plus jeunes que moi, qui bougent plus difficilement, je me dis, bon, quelque part, le sport là est très important. Ouais. D'accord. Troisième citation. Bon, comme dit à Draman tout de suite là, qu'il aime bien le plaisir de la table. D'accord. Et quand je suis venu à Boubou pour l'ouverture de la SAP en 1973, j'ai des aînés, une grande sœur, le grand frère et des petites sœurs. Et ils avaient donc mes neveux. Mes neveux, voilà ce qu'on les disait. Si tu veux aller voir le tonton qui aime les bonnes choses, il faut que je travaille à l'école. D'accord. Si tu ne réussis pas, les autres viendront te raconter. Ce qu'il leur a donné. Ok. Eh bien, merci pour ces différentes citations et ces différents proverbes. À présent, nous passons à la rubrique Souvenir Souveni, où vous allez commenter une série de photos qui vont défiler. La première photo. Oui, la première, ça c'est avec le coordinateur de la chose du Papaswé, Bernard Dabiré. D'accord. Parce que le Papaswé, ça a été le deuxième programme financé après le projet d'IPAC, qui a été géré par la PIPAC. Hein. Donc j'ai été, disons, au fond baptismal, aussi bien du projet d'IPAC que du projet Papaswé. D'accord. Hein. Et là, c'est quand je recevais ma décoration à Ouagadougou, de l'ordre du commerce là, et de l'industrie. Je suis avec mon petit frère. Hein, lui, il est architecte de profession. Et là, je suis avec les experts, comme on les appelait, de la PIPAC. Ce jour-là, je pense que c'était la première élection au poste du président de l'interprofession de la filière mangue. Parce que j'ai fait 2 mandats, disons 3 mandats, parce que j'ai commencé la préparation de 73 à 76. Ensuite, j'ai fait 2 mandats jusqu'à 2 mandats de 6 ans, 6 ans. D'accord. Là, c'était quand j'étais au Camp PC, centrafricain et mauricien, perfectionnement de cadre d'Abidjan, où j'ai fait le long cycle de 3 ans. Et j'étais avec un ami congolais. Hein, parce qu'au Camp PC, on avait beaucoup de nationalités. Et comme on vient de dire, ma fille m'a dit que je sais bien danser. Et j'aimais aussi bien danser. Et donc, ce Congolais-là, vous savez que le Congo chante et l'Afrique danse. Donc, avec Garcia Bumba, on était tout le temps ensemble. Quand on avait le petit temps pour aller s'amuser. Là, c'était encore à la décoration, l'ordre de mérite du commerce et de l'industrie. C'est un de nos doyens qu'on a été décoré en même temps. Lui, il est de la région de Waïlia.
Là, c'était à ma soutenance au camp PC. Et là, quand j'étais président diocésain des laïcs, chose Kadri Désiré était Premier ministre. Il est venu rendre visite à l'archevêque de Bobo. En fait, en ce moment, c'était un évêque parce que Bobo n'était pas encore archidiocèse. Donc, devant la Fiasso. Bon, là, c'est ma petite famille, mon fils, mon premier fils, ma fille et mon premier petit-fils. Monsieur Koné, en ce jour, je voudrais très sincèrement vous dire merci pour tout l'accompagnement que vous m'avez apporté. C'est chez vous que j'ai découvert l'élevage des poules pondeuses pour la première fois. Depuis 25 années, c'était cette activité que je mène. Vous le savez très bien, vous m'encouragez, vous continuez. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Que Dieu vous donne longue vie et plein succès dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous guide. Joachim, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je me rapproche encore de toi pour te dire tout le respect que j'ai envers toi. Et tu sais très bien que tu es mon deuxième papa depuis que papa est parti. Et je me suis toujours rapproché de toi et tu as toujours ouvert la porte à mes côtés. Et tu m'as toujours apporté de bons conseils dans la vie jusqu'à présent, dans ma fonction actuelle et depuis petit. Donc sache que je te tiens une grande place dans mon cœur et espérons que tu sois avec nous encore pendant encore beaucoup d'années. Et vraiment, sache que je te respecte infiniment. Papa Joachim, nous sommes déjà fiers de vous. Depuis notre tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Même jusqu'à demain, on continue à te fréquenter. Tu nous as toujours appelés. Il y a des fois où tu nous as appelés plus d'une fois, 2 fois, 5 fois même. On ne répond pas aux appels. Tu t'es jamais découragé. Il te dit un père qui reste toujours à l'écoute de ses enfants. Et tu es là, malgré ton âge, tu cours toujours pour les activités de l'église. Vraiment, on vous souhaite longue vie. Vous êtes déjà âgé, mais on demande à ce que Dieu vous donne l'âge de votre papa qui a vécu le centenaire dans ce monde-là. C'est ce que nous souhaitons, que vous restez avec nous le plus longtemps possible. Papa, j'aimerais que tu saches que je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance et pour Aiden, Maël. Et on t'aime beaucoup. Qu'est-ce que ces commentaires vous inspirent? Vous voyez que quand ça arrive à ça, les larmes coulent parce que, bon, je ne m'attends pas tellement à ces choses-là. Comme moi, je les dis, je le fais comme ça, d'une manière naturelle. Hein, quand ils disent que ma porte est ouverte pour tout le monde, par contre, d'autres vous diront le contraire. Il y a des gens qui ont voulu rentrer chez moi, qui essaient de rentrer, ils ne rentreront pas. Parce qu'ils vous vont avez un montrer leur critère, côté l'honnêteté. malhonnête. Voilà. Vous n'aimez pas la malhonnêteté. Non. Voilà. Même dans l'interprofession, il y a des gens là-dedans qui ne peuvent pas rentrer chez moi. Parce que, comme dit Philippe, il ne cache pas, il te le dit comme ça. Hein. Pourquoi cacher, aller dire ailleurs? Hein? Ce n'est pas des mots de ventre. C'est les yeux, on voit. Donc il faut dire ce que tu vois. Maintenant, là, ce que tu peux faire, là, il faut faire. Comme jusqu'à présent, je n'ai pas craint ça. Ça va. Et quand il dit de souhaiter longue vie, alors j'ai fait un accident très grave en 95, le 2 novembre 95, qui m'a conduit d'ailleurs même faire une intervention en Côte d'Ivoire. Et quand le professeur Bazizé, celui qui a fini d'opérer, le 16e jour, il vient et s'assoit et dit, mais monsieur Koné, est-ce que vous savez que vous venez de très loin? Parce qu'ils n'ont pas réussi 3% de cas de ces genres de maladies. C'est tellement que je n'ai pas fait suffisamment de bonnes choses dans la vie
Donc bon Dieu m'a racheté pour me dire, conduis-toi mieux. Si toutefois tu veux venir un jour au Peut-être que c'est le contraire, vous avez tellement bien agi que bon Dieu a estimé que vous aviez droit à un bonus. Hein? Parce que quand j'ai quitté ici, beaucoup attendaient que c'est mon corps qui revienne. Même le personnel que j'avais avec moi avait commencé à vendre. Il est déjà mort. Pourquoi attendre? Ça a été une chance pour moi. Le grand frère, le professeur André Ouézien Koulibaly, était le directeur de l'Institut de cardiologie de Côte d'Ivoire. Celui qui m'a reçu à l'aéroport. Il m'a dit, bon, je t'amène chez un de mes anciens élèves. Il va s'occuper de toi. Bon, j'avais de la chance aussi dans la vie que sur le plan financier, j'étais pas si mal. Lui m'a amené sur le plan relationnel. Mais comme je connaissais la Côte d'Ivoire depuis les années 71, je sais comment ceci là, il faut s'en occuper. Après lui là, j'ai réglé autrement aussi avec le professeur pour qu'il puisse continuer à s'occuper vraiment de moi. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de tous ces jeunes-là qui vous regardent, qui n'ont pas eu le même privilège, la même chance que vos enfants adoptifs de bénéficier de vos conseils. Quels conseils vous leur donneriez? Sur quoi devraient-ils s'appuyer pour pouvoir réussir leur vie ou réussir dans la vie? Il faut travailler. D'accord. Et ne jamais se décourager. Si vous confiez quelque chose au Seigneur, il a dit, pourquoi as-tu douté? Et ce qu'il a dit à Saint-Pierre. Pourquoi as-tu douté? Il ne faut pas douter. Même à la seconde prête, là, si vous lui confiez, il va régler. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des problèmes dans la vie. J'en ai eu plein. Et je continue à en avoir. Je dis simplement que bon Dieu ne va pas te donner la lassitude de vivre comme ça. Ce n'est pas son seul fils. Il faut s'attendre toujours à des épreuves. Mais ces épreuves-là aussi, il faut lui confier, il te donnera l'énergie, la force nécessaire pour les lever. D'accord. Eh bien, en tout cas, nous vous disons merci de nous avoir reçus ici, à votre domicile. Au nom des téléspectateurs, nous vous disons merci. Nous vous souhaitons longévité dans la santé et dans le bonheur. Sur ce, nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs pour d'autres numéros de l'émission Leçons de vie. Merci.